Salut, que je vous explique. Cet été, j'ai travaillé en centre de loisirs avec des enfants. Et je devais faire plusieurs activités et j'avais notamment envie de faire un jeu du loup-garou. Sauf que je ne possède pas de jeu de loup-garou. J'ai donc décidé d'en créer un moi-même avec des cartes que je devrais dessiner moi-même. Et je me suis dit, tant qu'à inventer le jeu, autant rajouter des rôles, modifier des rôles que je n'aime pas trop et créer mon propre jeu. Donc en regardant un peu partout sur différentes versions du loup-garou, le loup-garou tertieux français, le jeu Ultimate Werewolf américain, le jeu japonais, les jeux en ligne sur internet, ou même différents avis que je vois sur des chaînes YouTube comme la chaîne de Raph et Jules la Meute, ou même sur des forums, j'ai créé mon jeu du loup-garou avec plus de 60 cartes, et je vais à présent vous les présenter. Peut-être que ça vous donnera des idées à vous qui cherchez à faire votre jeu du loup-garou, et même vous pouvez me donner des idées pour que je crée de nouvelles cartes. Ce jeu a tellement un potentiel infini, ce serait dommage de se fixer des limites. La première carte que je voulais vous présenter, c'est une carte évidente mais qui ne vient pas du tout à l'esprit, et je ne l'ai jamais vue d'ailleurs en ligne, donc je pense que j'en suis l'inventeur. C'est la carte du maître du jeu. Et oui, parce qu'il y a forcément besoin d'un maître du jeu au loup-garou, mais souvent, et surtout avec des enfants, ça se bouscule pour être le maître du jeu, tout le monde veut le faire. Alors j'ai décidé de créer une carte pour le maître du jeu, qu'on mélangera avec les autres de la partie, et celui qui tombe dessus sera le MJ pour la partie. J'ai ensuite fait 3 cartes de simples villageois. Donc là, pas besoin de vous présenter ce rôle, hein, c'est le plus basique. Vous êtes juste un humain sans pouvoir dans le camp du village. Tout ce que vous pouvez faire, c'est voter avec les autres le lendemain. Donc généralement avec des enfants, je n'en mets pas trop, parce que des enfants, ils veulent pas être simples villageois. Mais ce que je peux faire comme variante, c'est la variante des 2 sœurs et des 3 frères. Je n'ai pas fait de carte à leur effigie, donc pour certaines parties, je peux décider au début de partie que les villageois, à 2 ou à 3, se connaîtront durant la première nuit. Ce sera sur le même principe. Également, je vous présente les cartes encore plus cultes du loup-garou. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, en haut à droite des cartes, j'ai mis l'appartenance au camp. Pour le villageois, j'ai mis un petit V jaune, et pour les loups-garous, un L rouge. Donc voilà, chaque fois que vous avez un camp différent, vous êtes indiqué dès le départ. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas les loups-garous, ce sont les ennemis des villageois. Eux, ce sont les loups-garous basiques qui peuvent se réunir la nuit pour choisir une victime qu'ils vont tuer. On a ensuite la carte du Cupidon, qui est la personne qui aura le rôle de Cupidon se réveillera uniquement la première nuit pour désigner 2 personnes, il peut très bien se désigner lui-même. Les 2 personnes seront liées à la vie et à la mort, ils seront amoureux, et si l'un demeure, l'autre meurt également. Et si par exemple il y a un duo de 2 personnes qui ne sont pas dans le même camp, ils devront survivre ensemble contre tous. On a ensuite le rôle de la voyante, donc c'est un personnage extrêmement fort dans le camp des villageois qui peut regarder le rôle d'une personne une fois par nuit. Alors j'ai vu sur internet du coup qu'on a tendance à pouvoir la nerfer, la voyante, qu'elle ne regarde pas forcément la carte de la personne, mais juste savoir si elle est humaine ou loup-garou. Donc ça permet un petit peu qu'elle reste dans le flou mais avec des informations, parce que sinon c'est un peu fort la voyante. Donc c'est moi qui adapte en fonction du public que j'ai. Autre personnage très fort, la sorcière, qui possède 2 potions. Une potion de vie pour ramener un mort la nuit à la vie, et une potion de mort. Quand elle a un suspect, elle balance la potion sur la personne qu'elle suspecte et elle sera morte au matin. A rappeler que ces potions sont à usage unique, donc c'est au MJ de se rappeler de ce que la sorcière a déjà utilisé, car elle ne pourra plus les réutiliser jusqu'à la fin de la partie. On a ensuite la petite fille. La petite fille qui est un rôle que j'aime pas trop. C'est un rôle qui permet de regarder les loups-garous pendant qu'ils sont appelés. Donc la petite fille tour 1 peut savoir à peu près qui sont tous les loups-garous. Alors dans une partie où tout le monde joue 100% sans tricher, ça peut être marrant si la personne ne se dévoile pas, mais avec des enfants, c'est compliqué parce que déjà il y en a plein qui trichent. Alors la petite fille qui a le rôle où tu peux tricher légalement, bon j'évite de le mettre. Et petite mise au point pour le rôle du MJ que j'ai la plupart du temps, dès que je vois quelqu'un tricher, le MJ a l'autorisation de le tuer instantanément, peu importe son rôle. On a ensuite le rôle du chasseur. Le chasseur c'est très simple, lorsqu'il est tué, il sort son fusil, ouais c'est un drôle de fusil, il sort son fusil et une personne qu'il pense être un de ses ennemis, il le tue et il l'emporte avec lui dans la mort. C'est simple, c'est efficace, on passe à la suite. On a aussi un semi-rôle, le rôle du maire, alors qui n'est pas un rôle qu'on donne au début de la partie, c'est dès le tour 2, le MJ peut faire des élections où les joueurs se présentent en tant que maire, avec un petit discours, c'est toujours sympa, et la personne qui devient maire, peu importe son rôle,
possède 2 voix la journée pour éliminer quelqu'un au vote du village. Donc ça peut être très fort, mais attention, généralement quand vous êtes maire, vous êtes une cible facile pour vos ennemis, donc c'est à double tranchant. On a ensuite le rôle du voleur. Alors le voleur, il m'a posé problème parce que le rôle de base, je l'aime pas trop. Du coup, je voulais juste faire la version où le voleur échange des cartes avec les joueurs la nuit, ça peut être marrant. Le seul problème, c'est que un loup-garou qui passe dans le camp des villageois, ça devient du coup un villageois qui connaît déjà tous les loups-garous. Alors comme contrainte, je me suis mis que le voleur échange la carte avec la personne qui me pointe du doigt, seulement si c'est un villageois. Si ce n'est pas un villageois, alors le MJ, donc moi, je prends la carte, la première personne à droite, qui est dans son camp du village, et chaque nuit, du coup, le nouveau voleur échange avec un nouveau villageois sur le même procédé. Nous avons maintenant un rôle solo, le joueur de flûte, donc il n'a pas d'allié, il est tout seul. Chaque nuit, il se réveille et il charme 2 personnes. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit papier avec une note de musique devant les 2 personnes charmées la nuit, pour que les enfants se souviennent de qui est charmé et qui ne l'est pas, parce que sinon ils ont complètement oublié. Et si le joueur de flûte est vivant et entouré de personnes vivantes aussi, qui sont tous charmés, il a gagné tout seul la partie. C'est assez difficile de gagner avec le joueur de flûte, mais c'est extrêmement gratifiant quand tu as réussi à charmer tout le monde. Un autre rôle très controversé, c'est celui de l'ancien. L'ancien, il a 2 pouvoirs, un qui aide le village et un qui ne l'aide pas. Son premier pouvoir, c'est qu'il survit à la première attaque des loups. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les loups l'attaquent, il ne meurt pas. S'il l'attaque une deuxième fois, par contre, il meurt, mais il a une vie supplémentaire. Le seul souci, c'est que si le village le tue pendant la journée, tous les villageois perdent leur pouvoir. La sorcière n'a plus de potions, le chasseur n'a plus de fusil, la voyance ne voit plus rien, etc. Donc c'est très handicapant pour le village. C'est à double tranchant, donc je le mets pas trop souvent, mais j'essaie quand même de le mettre de temps en temps. L'ange déchu, c'est un autre rôle solitaire. L'ange déchu n'est un rôle solitaire que le premier jour. Le premier jour, en fait, son but, c'est de se faire éliminer par le vote du village. S'il y parvient, il a gagné. La partie s'arrête. C'est pour ça que du coup, je le mets pas trop souvent, parce que du coup, ça casse le rythme. Par contre, si l'ange n'est pas tué lors du premier jour, il devient un simple villageois au même titre que n'importe quel simple villageois. Voilà, ça ne marche que le jour 1, sinon ce serait un peu pété quand même. On a ensuite le rôle du renard. Le renard, il est dans le camp des villageois, et il a un très bon flair, ce renard. La nuit, il va cibler quelqu'un, et le maître du jeu va dire si cette personne, ainsi que les 2 personnes qui sont à côté de lui, donc le groupe de 3, il va lui dire si il y a que des villageois là-dedans, tous des innocents, ou que parmi ces 3-là, il y a un loup-garou. Donc le renard du coup peut se faire une petite idée de qui pourrait être le loup-garou. Il sait qu'il y a un loup-garou là-dedans, et pourra réutiliser son pouvoir la nuit suivante. Par contre, s'il n'y a que des innocents, il n'a plus de pouvoir. Son pouvoir s'arrête, mais au moins il sera sûr que les 3 là ne sont pas des loups-garous. Après, ça peut très bien être un rôle solo comme le genre de flûte, voilà. Mais au moins, il sait que c'est pas des loups-garous. On a ensuite le montreur d'ours. Alors dans le rôle de base, le montreur d'ours, ce que fait en fait le MJ, c'est que le matin, si le montreur d'ours est assis à côté d'un loup, c'est-à-dire que si l'un de ses 2 voisins est un loup, le MJ va faire un bruit d'ours, va grogner, pour alerter du coup le village que le montreur d'ours est assis à côté d'un loup. Alors c'est assez dévogène et assez fort, et du coup ce que je fais, c'est que en fait, j'appelle la nuit le montreur d'ours pour lui dire si, oui ou non, il y a un loup à côté de lui. Donc ça reste fort, mais au moins le village n'en est pas informé, c'est pas une information générale. On a ensuite la carte du Salvateur. Le Salvateur, la nuit, il va désigner un joueur qui sera protégé. Donc dans la version de base, il est protégé que de l'attaque des loups-garous. Après, vu que moi je joue avec un nombre d'enfants qui est souvent assez conséquent, donc entre 15 et 20, la personne désignée déjà, elle a pas mal de chances d'avoir été désignée, donc j'estime qu'elle peut survivre à tout la nuit. Mais uniquement la nuit. Le jour, elle n'est plus protégée, c'est uniquement pour la nuit en cours. Et bien sûr, on ne peut pas désigner 2 fois de suite la même personne. On a ensuite la carte de l'enfant sauvage. L'enfant sauvage, il commence comme un villageois. La première nuit, il va désigner au maître du jeu son modèle. Il va le désigner, son mentor c'est lui, voilà. Tant que le mentor est en vie, l'enfant sauvage reste un simple villageois. Et si le mentor est tué, l'enfant sauvage il perd la boule et il devient un loup-garou avec les autres loups-garous. On a ensuite Lankou. Alors dans ma version, Lankou c'est un villageois comme les autres dans la journée, dans la nuit. Mais au moment de sa mort, Lankou il révèle sa carte et là, il maudit le village. Il les pointe du doigt avec son air furieux et il pose une malédiction sur un joueur. Et pour le prochain jour, ce joueur il recevra 2 voix contre lui, d'office. Il y a déjà 2 voix contre lui. Donc déjà c'est assez fort, mais en plus
les loups-garous, ils voient une personne qui a déjà 2 voix et vont essayer de le désigner, et cette personne généralement, elle passe pas le jour. À moins qu'il ait beaucoup de chance et qu'il soit bien entouré. Mais en tout cas avec des enfants, t'as déjà ça sur toi, tu sais que t'es fichu. On a ensuite une carte extrêmement forte, le comédien. Le comédien, il sera appelé durant les 3 premières nuits. Et le maître du jeu aura d'abord, avant la partie, sélectionné 3 cartes qui ne seront pas dans la composition. Par exemple, ça peut être Cupidon, la sorcière, la voyante, imaginons. Et le comédien, chaque nuit, va désigner une carte et il prendra ce rôle pour la nuit en cours uniquement. Donc la première nuit, il prend la voyante et du coup, il pourra regarder la carte de quelqu'un ou savoir son camp. La deuxième nuit, il pourra choisir la sorcière et utiliser ses 2 potions dans la nuit. Et la troisième nuit, il pourra prendre Cupidon et lier 2 personnes. Voilà, chaque nuit, il prend un nouveau rôle. Et au bout de la troisième nuit, s'il est toujours en vie, il redevient un simple villageois, mais il aura déjà bien servi. On a ensuite la carte du loup noir. Alors, c'est l'équivalent de l'inspecteur des loups. Il peut, une fois dans la partie, décider que la victime des loups-garous ne sera pas tuée, mais plutôt deviendra un loup-garou comme eux, ce qui fait du coup un nouveau loup-garou dans la partie. Et la personne du coup qui devient loup-garou garde quand même son ancien rôle. Si par exemple c'est la sorcière qui devient loup-garou, elle conserve son pouvoir de sorcière, mais du coup va l'utiliser pour l'autre camp cette fois. Donc ça peut être très intéressant selon la personne. On a également le loup blanc. Le loup blanc, c'est un loup-garou traître. Son but, c'est de gagner tout seul. Il va se réveiller avec les autres loups toutes les nuits, mais une nuit sur 2, à partir de la nuit 2, il va tuer un loup-garou tout seul. Il se réveille tout seul et il tue un loup-garou. Et son but, c'est de finir tout seul. Le corbeau, c'est un rôle qui, chaque nuit, va se réveiller, généralement en fin de la nuit, et il va poser une malédiction sur quelqu'un. Voilà, un peu comme l'ankou. En nuit, il va déposer un vote chez quelqu'un, et du coup la personne le matin aura déjà d'office un vote contre elle. Il ne peut pas faire la même personne 2 nuits de suite, mais c'est quand même assez fort parce que concrètement le corbeau peut ensuite revoter contre la même personne au vote du village, et du coup la personne s'assure déjà un double vote contre elle. Ça peut faire assez mal, et c'est à utiliser à bon escient, car n'oublions pas que le corbeau reste quand même dans le camp du village, donc faut pas qu'il fasse n'importe quoi non plus. Ensuite, le rôle du prêtre. Le prêtre, c'est un petit peu l'inverse du corbeau. La nuit, il va désigner un joueur, et le MJ déposera cette carte de bénédiction devant le joueur. Et du coup, le joueur, la journée, se réveillera avec sa carte de bénédiction, et personne ne pourra voter contre lui durant la journée. Le prêtre l'a béni durant la nuit. Alors, espérons que pour lui qu'il ne se soit pas trompé et qu'il ait béni un loup-garou. Mais du coup, la personne bénie ne pourra pas être votée la journée. Par contre, si il y a tout autre événement, comme par exemple l'amoureux de la personne bénie qui meurt, c'est pas la bénédiction qui va l'empêcher de se suicider. On a ensuite le sbire. Alors le sbire, c'est un humain malfaisant, parce qu'il est dans le camp des loups-garous. Son but, c'est de faire gagner les loups-garous. Et pour ça, il n'a même pas besoin d'être vivant. Il peut très bien mourir, si ça fait gagner les loups-garous, il a gagné quand même. Le sbire, il est intéressant, pourquoi? Parce que du coup, la nuit, le maître du jeu va lui montrer les loups-garous, mais les loups-garous ne le connaissent pas, lui. Ils savent qu'il y a un sbire, mais ils savent pas qui c'est. Et du coup, ils peuvent très bien buter le sbire, et du coup, ils verront le matin qu'en fait, ils ont buté leur pote. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, la voyante va le sonder comme humain. Elle verra pas que c'est le sbire, elle verra que c'est un humain, mais il n'est pas dans son camp, c'est un traître. Et on a donc tout l'opposé du sbire, c'est le lycan. Le lycan, c'est quoi? C'est un simple villageois. C'est un villageois comme les autres, a une particularité, c'est qu'il a une sale gueule, le lycan. Il a une gueule de loup, il a une tête de loup, voilà. C'est un humain gentil, mais il a une tête de loup. Et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que tous les rôles de voyance vont le voir comme un loup. La voyante, si elle désigne le lycan, le maître du jeu va la désigner comme loup-garou. Si le renard renifle le lycan, loup-garou. Tous les rôles de voyance vont la désigner comme loup-garou. Alors que ce pauvre lycan, c'est juste un humain comme les autres. C'est fait pour perturber un peu tous les gros rôles de voyance qui sont un peu cheatés, et ça peut être très marrant de se retrouver avec un lycan dans une partie. On a ensuite le rôle du vieillard. Alors le vieillard, c'est un villageois comme les autres, a une particularité, c'est qu'il est très vieux et qu'il peut mourir de vieillesse à tout moment. Ce qui veut dire qu'au début de la partie, selon le nombre de joueurs et selon les rôles, le maître du jeu va désigner un jour qui sera le jour où le vieillard va mourir. Mettons par exemple qu'au début de la partie, le maître du jeu dise « Le vieillard mourra au jour 3 ». Ce qui veut dire que peu importe s'il a été tué ou pas avant, le vieillard, au jour 3, il meurt de vieillesse. C'est intéressant du coup ce rôle parce que du coup ça pousse celui qui a ce rôle
à se mettre en avant, parce qu'il sait que de toute manière il va mourir. Donc voilà, ça pousse, même si c'est un joueur discret, il va se mettre en avant, parce qu'il sait que de toute façon il va y passer. Et du coup ça peut révéler certaines personnes qui sont discrètes de base, mais du coup là, qui vont se mettre en avant, ça peut être marrant. On a ensuite le rôle du dictateur. Le dictateur, c'est un villageois aussi. Et une fois dans la partie, en pleine journée, quand tout le monde est réveillé, il retourne sa carte et dit « Je suis le dictateur et je décide du vote du village ». À ce moment-là, c'est lui, il n'y a pas de vote du village, c'est lui qui décide. Il désigne une personne qui pense être ennemi du village, donc loup-garou ou rôle solo. Si c'est le cas, s'il tue bien un de ses ennemis, alors dans ce cas-là, le dictateur devient un simple villageois connu de tous, parce que tout le monde sait qu'il est innocent, et il devient le maire du village, même si l'ancien maire n'était pas mort. Par contre, s'il se trompe et qu'il tue un de ses alliés, il est tué sur le champ. On a ensuite le rôle de l'alcoolique. Alors vous voyez, j'ai mis un petit point d'interrogation pour son rôle. Pourquoi ça? C'est parce que la première nuit, l'alcoolique, il est dans son bar, il en peut plus, il a bu des tonnes de pintes de bière, et du coup, le MJ va lui présenter 3 cartes face cachée qu'il aura lui-même sélectionnées. Donc 3 rôles différents, et sûrement du coup des camps différents. L'alcoolique va en prendre un, mais pas la regarder. Il ne pourra la regarder qu'à la nuit 3, et découvrir son rôle. Ce qui fait que pendant les 3 premières nuits, l'alcoolique ne sait absolument pas quel est son camp ni son rôle. Il est dans le flou total, et il peut très bien essayer de tuer les loups-garous au vote du village le matin, alors qu'il est lui-même un loup-garou. Nous avons ensuite le rôle du chevalier à l'épée rouillée. Son rôle est très simple. S'il est attaqué par les loups-garous pendant une nuit, il va les blesser avec son épée. Et la nuit suivante, un des loups-garous totalement au hasard mourra suite de ses blessures et au tétanos parce que l'épée est mal entretenue. Donc voilà, ça peut être un bon rôle si jamais les loups-garous dominent. Ça en tue un automatiquement. Voilà, c'est comme un chasseur mais qui vise automatiquement un loup. La seule condition, c'est que le chevalier doit mourir de la main des loups-garous.